Le vélo dans la mobilité durable, l'école à vélo, de l'école à l'université, quel rôle pour les collectivités locales, quelle importance du vélo. Alors vous le savez, samedi 31 et dimanche, nous serons installés place de la Révolution avec Vélo Campus pour une émission en direct consacrée à la fête du vélo, et nous aurons l'occasion de toute une série de tables rondes, de rencontres, de parler du vélo et de son implication dans la ville, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'on peut encore faire, et se dire tiens, c'est quand même assez étrange que aujourd'hui, avec les gens qui sont dans la difficulté économique, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens qui utilisent le vélo. Et il se trouve que chez l'Harmattan est paru un ouvrage donc qui s'appelle Du vélo dans la mobilité durable. C'est un ouvrage proposé par Nicolas Pressico que nous avons en ligne. Bonjour Nicolas. À la lecture de cet ouvrage, justement, que vous avez écrit, je trouve que vous apportez pas mal de réponses à beaucoup de questions que nous, on s'est posées en préparant ces 2 jours. Et c'est pour ça que il me semblait intéressant et important, en tout cas, de vous associer d'une façon ou d'une autre, en tout cas, en parlant déjà de votre ouvrage, et puis en même temps d'avoir aussi votre point de vue sur la présence et l'utilisation du vélo dans notre société et en France et puis en Europe aussi. Comment est venue l'idée pour vous d'écrire cet ouvrage qui est une masse de renseignements, d'études sur l'usage du vélo, la politique cyclable? Comment vous avez eu envie de rassembler tout ça? Alors l'idée m'est venue par le fait que c'est un domaine technique qui se traduit par des rapports d'études et des documents que des prestataires souvent fournissent donc aux collectivités locales qui sont donc demandeuses par le biais de contrats d'études. Sinon, ça se fait en interne. Mais disons que ça reste vraiment en vase clos. Il y a très peu de communication autour de ça et au bout d'un moment, on a l'idée que c'est une politique qui avance si elle est stimulée par des associations, bref, des citoyens, et eux ont quelque chose à faire, c'est un petit peu apprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment on aménage une voirie, quelles sont les contraintes, quels sont les besoins, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité du cycliste. Et donc, à partir de ce constat-là, on se dit que ce que je produis moi-même comme rapport d'études ou comme schéma, ça pourrait être diffusé au-delà du commanditaire, même si on peut éventuellement faire des généralités et changer des noms quand on dit un petit peu de mal d'un territoire sur lequel on travaille. Et puis ensuite, c'est un petit domaine professionnel dans lequel il y a des rencontres, des colloques au niveau régional ou au niveau national. Et là, donc, y participent, on va dire, des professionnels ou des élus. Et si on est dans une optique de diffusion du savoir avec la perspective d'une meilleure gouvernance, c'est-à-dire que les usagers sont bien présents pour élaborer une politique cyclable, on se dit que tout ceci mérite donc d'être assez largement diffusé. Donc au départ, c'était l'idée de mettre mes réflexions ou mes comptes rendus de lecture ou de colloque sur un blog. Et puis, un jour, l'opérateur a décidé de fermer tous ses blogs et je me suis dit qu'une version papier pouvait voir le jour. Donc voilà, j'y ai travaillé et d'où effectivement cet ouvrage avec l'idée d'ouvrir pas mal de pistes aussi à des étudiants qui pourraient être intéressés par la question. Alors c'est vrai que là vous ouvrez pas mal de possibilités d'études, de lancer pas mal de choses, mais ce qu'on se rend compte aussi quand on parcourt votre ouvrage, donc peu d'ouvrages d'études consacrées à l'usage du vélo ou à la politique cyclable, par contre beaucoup de choses malgré tout publiées un peu à droite à gauche, de rencontres importantes, de chartes de ville mis en place, de réflexions sur des programmes d'innovation sur le vélo. Donc il y a pas mal de choses quand même. Oui, tout à fait. Il y a foison d'initiatives et alors malheureusement ça reste, alors ça peut rester sans lendemain.
ou alors c'est vraiment dans un milieu relativement fermé. Je vous donne un exemple. On a des rencontres qui peuvent être nationales sur le vélo, donc chaque année ou tous les 2 ans, et simplement comme ça s'adresse prioritairement à des professionnels, voilà, ces rencontres de 2 ou 3 jours, ça vous coûte 1 500 € si vous voulez y participer. Alors il y a peut-être un tarif réduit pour les associatifs, mais mettons, même si c'est moitié moins, ça veut dire qu'un usager lambda ou même un étudiant va pas se les payer. Donc ça reste très peu diffusé. Ensuite, certains colloques font l'objet de comptes rendus. Alors des fois c'est juste simplement un résumé des communications, des fois c'est plus exhaustif, mais ça reste quand même relativement limité, et donc je pense que effectivement la diffusion papier pouvait avoir une bonne visibilité d'abord par Internet, et puis ensuite un relais média, et puis finalement être pas mal diffusé, sachant qu'effectivement la connaissance est, je pense, la base d'une bonne politique cyclable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites vraiment, il y a un peu des comparaisons d'abord en France, entre certaines villes, comment chaque ville a mis en place une politique autour du vélo, ou un semblant de politique autour du vélo, où on essaye de faire cohabiter à côté des uns et des autres le vélo, la voiture, mais sans vraiment mettre en place une prise en compte du vélo. Alors ça c'est intéressant, vous citez plein d'exemples, et ça c'est assez riche, et on se voit on se rend compte qu'il y a des bons élèves et des mauvais élèves et qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Oui, alors ce qu'il y a, alors même si ça évolue doucement, depuis on va dire une quinzaine d'années, les élus, beaucoup d'élus, notamment dans les grandes villes, pensent qu'il faut faire une place au vélo. Le problème, c'est que la France, comme d'autres pays, a un parc automobile croissant. Et dès les années 60, on a eu l'idée, généralement partagée par l'ensemble des concitoyens, que la voiture servait à tout. C'est-à-dire, j'ai 300 mètres à faire, je prends ma voiture. Et même si je peux pas me garer, je me gare en double fil. Et en France, on est dans un pays très tolérant vis-à-vis de ça. Quand on fait des études sur le stationnement payant, on s'aperçoit que beaucoup ne payent pas, surtout si c'est de courte durée. Donc il y a une vaste tolérance là-dessus, et beaucoup d'élus regardent leurs électeurs donc en grande partie comme des automobilistes qui sont très susceptibles. C'est-à-dire que si on leur enlève des places de stationnement, ou si on rend le stationnement payant, ou bref, si on les embête en matière d'accessibilité automobile, ça va poser des problèmes, ou du moins ils se donnent des mauvais points pour leur réélection. Et donc à ce moment, on est amené à faire des arbitrages, et sans prendre en compte que le vélo, si on veut le prendre en compte correctement pour apporter un vrai plus en matière de sécurité, il y a une hiérarchie, des priorités à faire, et donc il y a quantité de cas où il faut que les choix soient clairs. On peut pas à la fois tartiner du stationnement automobile, faire plaisir au maximum d'automobilistes qui voudraient accéder à tel ou tel endroit, et en même temps faire une place honorable au vélo. Donc il y a des choix à faire. Ça demande une vraie politique, une vraie volonté politique, donc de vouloir développer le vélo. Et beaucoup de villes, malheureusement, essayent de minimiser l'impact vis-à-vis de la mobilité automobile, essayent un peu d'avancer des pions sur le vélo, mais on s'aperçoit qu'il y a souvent des conflits, et c'est ce qui aboutit très souvent à des aménagements cyclables totalement ratés. Mmh. Alors, vous expliquez 2007, c'est un article qui est paru en 2007 où donc Vélo Libre service de banque débarque, donc il y a Lyon, après il y a le Vélib à Paris, et souvent c'est un peu le cheval de Troie capitaliste, et ça installe, il y a des enjeux financiers par rapport à
à l'installation de ces vélos libres, plus que le questionnement sur dire on va inciter les gens à utiliser le vélo, quoi. Alors, c'est vrai que, bon, c'est, on va dire, un peu une invention française. Et ce qui est encore frappant aujourd'hui dans des rencontres nationales, on va dire, sur la mobilité, à partir du moment où c'est un domaine, on va dire, de service, mais qui concerne des entreprises de toute taille, entre autres des grandes entreprises de transport, on s'approprie un sujet, un thème, en faisant en sorte que ça rapporte de l'argent. C'est-à-dire que pour un transporteur ou une autorité en charge de la mobilité sur une agglomération, le vélo c'est intéressant parce que c'est dans l'air du temps et que c'est écologique, mais ça donne une bonne image à l'entreprise ou à la collectivité et faisons en sorte que ça rapporte de l'argent. Et donc à ce moment-là, on est dans une prestation de service et le principe quand même du vélo en libre service, c'est que à partir d'un certain seuil de durée, on paye. Et qu'on regarde, ce qu'on observe assez facilement, c'est que l'impact sur la mobilité globalement, il est quand même très faible parce que c'est finalement un petit nombre de vélos par rapport à une masse de gens qui se déplacent beaucoup plus importante. Et puis financièrement, il y a souvent très peu de transparence en la matière. Donc en général, c'est un échange en nature, mais on peut assez sérieusement se poser des questions sur la pertinence de ce service. Et c'est pour ça que j'établis un petit peu un seuil sur vraiment assez élevé. Je pense pas que ce soit quelque chose de très pertinent pour en dehors des 10 plus grandes villes de France, par exemple. Mmh. Voilà. Alors que en fait, on constate que des villes, on va dire grandes, moyennes, en ont, mais je crois que le taux de rotation, c'est-à-dire le niveau d'utilisation de ces vélos en libre service est faible, et plus il est faible, effectivement, moins le service est rentable. Alors, une étude, en tout cas quelque chose que vous proposez à lire dans votre ouvrage, c'est le travail mis en place par le laboratoire Chronos Prédit 3. Hein, ce vélo un peu en mode actif avec intégration urbaine et sur l'usage massifié avec des axes qui à mon avis effectivement sont essentiels, le stationnement, l'utilisation donc qui va utiliser le vélo, le budget, l'impact aussi par rapport à la santé, et vous développez donc fur et à mesure un peu tous ces axes, et c'est là où on apprend aussi encore beaucoup de choses donc sur plein d'aspects que malheureusement qu'on pourrait utiliser pour mettre en avant l'utilisation du vélo. Quand on regarde, vous donnez quelques chiffres, par exemple en Hollande c'est 1,1 voire 2 vélos par habitant, et ça n'empêche pas de posséder aussi des voitures, et on se rend compte qu'il n'y a pas c'est pas un problème, on peut avoir les deux et puis se déplacer en fonction de la distance qu'on va parcourir, et on se rend compte au fur et à mesure, donc on lit ce travail là, Prédit 3, qu'il y a des impacts à tous les niveaux, et notamment par exemple au niveau de la santé, ça c'est flagrant, l'espérance de vie qui a été notamment dans des études, il y a même c'est même chiffré, vous publiez, c'est un chercheur anglais, Darton, je crois, dans Cycling England, qui explique qu'il y a une économie qui est importante, puisque ça fait à peu près 352 livres par an, et ça fait une économie pour le Royaume-Uni de près de 1,5 million, donc par tout ce que ça évite au niveau de la pollution, les maladies, le problème du trafic. Et on se dit comment ça se fait que aujourd'hui, justement, dans cette période où là on pense à développement durable, économie et puis diminution de la pollution en ville, qu'il n'y ait pas une emprise plus importante sur ces axes pour imposer, je sais pas, pour essayer de vraiment de rendre l'utilisation du vélo comme vraiment quelque chose de important et comme une solution véritable. Alors, je crois que, c'est en fin de compte, c'est un point de vue, je dirais, de formatage, on va dire, des esprits. Je pense que les élites, et notamment dans le domaine de la gouvernance économique, sont d'abord intéressées par
qu'est-ce qui rapporte de l'argent. Donc ce qui rapporte de l'argent, c'est ce qui fait tourner la machine économique, ce qui éventuellement fait l'objet de taxes pour l'État. Et quand on parle de l'intérêt, par exemple, économique via la santé du vélo, c'est plutôt des économies d'argent, donc des dépenses qu'on ne va pas faire. Et ça, c'est pas du tout la logique dominante. Aujourd'hui, dans le système, vous êtes malade. Bon, si vous avez un arrêt de travail, c'est un petit peu problématique pour la machine économique, mais on vous soigne. Et ça, c'est très important parce que ça fait marcher l'industrie pharmaceutique. En revanche, la personne qui fait du vélo, qui a une vie saine et qui est jamais malade, elle fait faire des économies à la sécurité sociale, mais on va dire, mais c'est un agent économique qui est pas très intéressant finalement, au moins du point de vue de l'industrie pharmaceutique. Et effectivement, on est plutôt toujours dans une logique capitaliste où il faut faire de l'argent. C'est la condition, dit-on, pour avoir un minimum de taux de chômage, voilà. Donc c'est pas du tout cette logique-là. Prendre le point de vue du vélo, c'est en fin de compte renverser les choses et je dirais être un peu plus pragmatique et terre à terre en disant essayons de faire en sorte qu'il y ait moins de dépenses, en fin de compte, de gaspillage. C'est-à-dire effectivement n'importe qui peut raisonner rationnellement en disant que la meilleure chose c'est que les personnes soient en bonne santé sans médicaments. Et effectivement, le vélo permet à bien des égards de favoriser un tel état. Il y a un site donc vous proposez d'aller lire des articles, c'est Atout France sur l'économie du vélo. Il y a toute une série de bilans qui ont été publiés pour quantifier, qualifier les pratiques du vélo en France et en Europe, avec des analyses économiques du vélo, parce que ça c'est quand même une économie importante quand même quand on voit la fabrication, tout ce que ça peut par rapport aux événements, les locations, le tourisme. Bon, il y a aussi les ouvrages, mais aussi tout ce qui est en lien aussi, bien sûr, on l'a parlé par rapport à la pollution, aux espaces, tout ce qui est aussi, on se dit comment ça se fait qu'il n'y ait pas une politique cyclable volontariste, avec justement par l'axe économique, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en œuvre, développer et qui rapporteraient aux économies locales. Là, effectivement, ça, on va dire, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire il y a beaucoup de scepticisme, mais c'est en train d'évoluer. Donc ce scepticisme, il est d'abord celui des élus, de gens, si on leur parle du vélo, ils vont vous répondre le Tour de France, et puis le reste, ça n'existe pas énormément. Et simplement, bon, les choses ont aussi été là portées par des associations, donc qui poussent notamment à ce qu'on développe des véloroutes, des voies vertes, donc des itinéraires cyclables sécurisés qui permettent de faire de la randonnée cycliste. Et l'on voit au travers d'études qui ont été publiées sur des grands axes, notamment en Europe, que effectivement, si l'infrastructure touristique est là, ça attire tout simplement des touristes et notamment de l'étranger. Et donc, ça génère des dépenses et donc finalement de la plus-value financière tout simplement. Et donc, certains élus, au niveau notamment régional ou départemental, ont compris depuis une dizaine d'années que c'était un enjeu intéressant en attirant sur le territoire à la belle saison, voire toute l'année, pas mal de touristes. Et c'est comme ça qu'on a des grands axes cyclables, dont certains sont d'envergure européenne, qui se bâtissent
petit à petit. Et ça, effectivement, ça pose pas trop de problèmes aux élus parce que, en général, ça ne prend pas du tout d'espace à la voiture. Donc simplement, il faut avoir les finances pour le faire. Donc on fait de la distance du kilomètre, ça finit par coûter cher. Mais on a quand même comme référence des impacts économiques très très positifs quand les choses sont bien faites et quand effectivement l'infrastructure d'accompagnement est mobilisée. Alors ce qui ne tombe pas du ciel non plus, il faut s'en occuper, il faut faire de la concertation, il faut mobiliser les acteurs touristiques de sa région, mais quand tout est fait à peu près correctement, ça porte vraiment ses fruits. Dans tout ce que vous avez pu récupérer comme justement articles, études, approches, est-ce que justement après vous avez expérimenté dans des pays européens, dans des villes là comme ça, comme vous présentez, comme Copenhague, Amsterdam, il y a au Danemark, en Belgique. Est-ce que vous avez vous-même après été sur place pour essayer de concrètement avec votre vélo et d'être confronté quoi à la ville? Oui, bon, j'ai eu l'occasion de faire quelques voyages d'études dans des villes cyclables européennes. Alors, je dirais deux choses. D'un côté, ce qu'il apparaît, c'est que le cycliste ne se pose plus de questions. C'est-à-dire que dans beaucoup de villes françaises, c'est où est-ce que je passe? Oh là c'est dangereux. J'ai une hésitation, il y a un feu là, comment je vais me positionner? Voilà. Et dans les villes cyclables, le cycliste, il est un petit peu roi. Enfin, il n'a plus de questions à se poser. Le danger est vraiment minimisé, quelle que soit sa destination. Donc c'est vraiment ça qui frappe. Et c'est quelque chose qui s'obtient jamais en 5 ans ou 10 ans, mais après, je dirais, 2 bonnes décennies de travail. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est partie intégrante de ce qu'on appelle la mobilité durable, qui est elle-même partie intégrante du développement durable urbain, enfin urbain ou territorial. Et en la matière, ce que j'ai retenu de différents dialogues avec des interlocuteurs à l'étranger, c'est que c'est quelque chose qui est en chantier permanent. C'est-à-dire aucune ville cyclable peut dire j'ai fini mon travail, je me repose sur mes lauriers. Pourquoi? Parce que il y a une évolution urbaine permanente avec, vous savez, un phénomène de périurbanisation qui est très largement partagé en Europe, c'est-à-dire que les gens vont habiter de plus en plus loin par rapport au centre de la ville principale, et donc là ils sont très souvent amenés à dépendre davantage de l'automobile, et donc ça, bien entendu, ça crée du trafic supplémentaire, donc des dangers supplémentaires vis-à-vis du cycliste. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut sans arrêt adapter le réseau cyclable. On peut très bien avoir un axe relativement tranquille pour les vélos qui n'a pas besoin d'aménagement, et puis au fil du temps il y a une nouvelle zone d'activité où bref la circulation automobile a évolué, et là on se dit ben voilà, le cycliste a besoin d'un itinéraire alternatif, ou alors on passe d'un aménagement léger à quelque chose qui doit être beaucoup plus sécurisé. Donc c'est vraiment un chantier permanent, donc faut pas du tout avoir donc faut rester vraiment dans la modestie et dire que c'est jamais quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui est comme l'urbanisme, comme la mobilité en général, qui doit être activé en permanence. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites le rapport densité par habitant, donc là aussi, et puis les distances à parcourir, bien sûr. Donc là c'est intéressant aussi, il y a une enquête par utilisation du vélo en Allemagne, où justement voilà, on se rend compte que 60% vont utiliser le vélo pour faire moins de 1 km, 50% de 1 à 3 km, et 40% de 3 à 5 km. Et puis après, au-delà, forcément, soit la voiture, soit le transport en commun ou les trains vont être utilisés. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'il y a aussi une histoire de densité à partir d'un moment où le vélo doit être mis en place. J'ai l'impression qu'en fonction du nombre d'habitants, ça devient plus ou moins possible et intéressant à organiser parce que ça a un coût aussi. Alors bon, en fin de compte, les choses sont totalement paradoxales. C'est-à-dire qu'effectivement, plus une ville est grande,
plus elle va avoir de la densité urbaine, donc démographique, notamment en ville-centre, et puis ça va diminuer en périphérie. Donc c'est là qu'on dit il y a un gros potentiel cycliste, donc faut l'activer, etc. D'un autre côté, là où vous allez trouver le moins de danger de circulation pour un cycliste, ça va être dans des villes petites et moyennes, et qui ont un autre avantage, c'est qu'une ville, on va dire, de 15 000, 20 000 habitants, très souvent, en l'espace d'un quart d'heure, vous êtes d'un bout à l'autre de la ville. Donc c'est vraiment un territoire adapté au vélo. Et comme je vous disais, il y aura un trafic beaucoup moins dense que si c'est une agglomération de 200 000 habitants. Donc les aménagements cyclables peuvent être plus légers. Il y aura aussi moins de risques de vol, donc moins besoin de stationnement vélo, enfin moins de précautions à prendre sur différents plans. Mais malheureusement, on est très souvent dans des villes où il y a peu de multimodalité, c'est-à-dire dans ces villes de 15 ou 20 000 habitants, il y a malheureusement beaucoup d'habitants qui ont l'habitude de prendre leur voiture dès qu'il y a 500 mètres ou 800 mètres à faire. Et donc là, c'est essayer de faire passer le message, de dire il n'y a pas que la voiture dans la vie, surtout si on a 1 kilomètre à faire. Et donc finalement, là c'est plus dans les mentalités que le pas est difficile à passer, parce que dans une ville de 500 000 habitants, beaucoup d'habitants ont l'habitude de ne pas prendre leur voiture quand ils se déplacent, c'est-à-dire ils prennent le métro ou le tramway ou le bus, etc. Donc le vélo, ça va être quelque chose de plus dans la panoplie. Alors que dans une ville de 20 000 habitants, 90% des habitants vont utiliser ou bien la marche s'il s'agit de faire 500 mètres, ou bien tout de suite la voiture. Et finalement, très peu le bus, qui en général a une proportion de déplacement de moins de 10%. Est-ce que malgré tout l'apparition de Vélov, Vélib, les vélos cités, bon ça a plein de noms, est-ce que malgré tout ça a contribué quand même à relancer l'utilisation du vélo comme un moyen de déplacement, quelque chose de utilitaire et pour tous? Alors tout à fait, je crois que c'est vraiment, je dirais, la grande plus-value de ces systèmes de vélos en libre-service. Et donc ça a été vraiment un coup de poker qui avait été tenté à Lyon il y a bientôt 10 ans. Puisqu'on a une ville, Lyon, qui à l'époque, alors aujourd'hui ça a un petit peu évolué, mais à l'époque n'est vraiment pas cyclable. Il y a un début d'aménagement cyclable, mais avec énormément de lacunes et énormément d'imperfections. Et là, dès le démarrage, le service n'a pu répondre à la demande. Alors c'est sûr qu'il y a eu le bénéfice du beau temps et de la bonne saison, mais en tout cas on a vu qu'il y avait une attente et qui s'est traduit par un vrai engouement. Et je dirais le point positif à travers ça, c'est que il y a encore une dizaine d'années, pour beaucoup de gens, le vélo c'est quelque chose de démodé, de très vulnérable, de très dangereux, bref, c'est fait pour les autres. Donc on admet que ça peut intéresser 3, 4, 5% des citadins. Et là, et puis aussi, on est un petit peu attentif au modèle qu'on a, et donc on se dit, pour ne pas avoir honte sur un vélo, il faut vraiment que ce soit un VTT dernier cri ou quelque chose de rutilant. Et puis là, on nous propose des vélos de type très urbain, très très classique, lourd, donc qui font un petit peu ancien, et puis en plus sans barre de cadre, donc un vélo de type femme. Et effectivement, mais finalement l'attente allait au-delà de ces préjugés. Et à partir du moment où on voit beaucoup de monde s'en servir, on se dit mais c'est à la mode, donc pourquoi pas essayer aussi. Et donc là, ça a eu un effet boule de neige, et du coup ça peut stimuler la collectivité à améliorer, je dirais, et accroître ces aménagements cyclables, et puis effectivement ensuite je dirais, à créer une dynamique positive en matière de politique vélo sur le territoire. Alors c'est vrai que vous en parlez à un moment donné de cette crise d'identité des objets et qui touche aussi le vélo, effectivement, qui soit c'est le vélo de course. En fait, il y a aussi cette
on a l'impression qu'il y a pas, les gens ne travaillent pas assez pour rendre cet objet un peu plus, comment dire, un peu plus compagnon, un peu plus vivant, hein, qui aura plus de sens, quoi, quelque chose qui colle vraiment avec un design nouveau. Alors vous citez des exemples à New York avec des éclairages, des fluos quand les vélos passent, quoi. Il y a plein de possibilités d'essayer de rendre vraiment cet objet plus vivant, moins chargé de cette lourdeur ou de connotations liées au Tour de France ou à d'autres, quoi. Oui, alors effectivement, et ça, c'est là que c'est intéressant de voir des exemples à l'étranger où quand on voit ce qu'on fait notamment aux Pays-Bas, c'est tout de même l'idée qu'on est dans une histoire aussi de part de marché de la mobilité. C'est-à-dire, on s'intéresse très souvent aux jeunes générations, c'est-à-dire qu'est-ce que ce jeune de 20 ans ou 25 ans va faire quand il aura les moyens d'avoir une voiture? Est-ce qu'il va essayer de l'utiliser le plus possible parce qu'il a un salaire correct, ou est-ce qu'on peut le garder sur un vélo? Et là, on se dit que le vélo, je dirais que c'est un petit peu comme d'autres objets. On a besoin un petit peu, puisque l'industrie peut le faire, de le personnaliser. Donc comme on achète des vêtements, comme on peut acheter une automobile, on n'est pas obligé de rester dans ce qu'utilisaient mes grands-parents ou mes parents. Et donc je pense effectivement à cet exemple d'une entreprise néerlandaise donc, qui a travaillé sur le vélo paperclip, c'est-à-dire le vélo trombone, c'est-à-dire le petit outil qui permet d'attacher des feuilles. Donc c'était un petit peu le point de départ de l'idée, et c'était avec la perspective de faire un objet qui puisse plaire aux jeunes. Et effectivement, surtout pas que ce soit quelque chose de ringard et de passé, et donc effectivement d'avoir cet objet avec, en l'occurrence, quelque chose d'assez important pour les Néerlandais, c'est-à-dire quelque chose un vélo qui soit robuste, simple d'utilisation et d'entretien, et qui puisse permettre de porter des charges, puisque les Néerlandais ont ceci de particulier, comme on est dans un des pays où il y a le plus d'embouteillages, où l'usage de l'automobile est cher parce que tout est payant en matière de stationnement, etc., les gens font autant que possible le maximum de choses à vélo. Et donc à ce moment-là, quelqu'un qui a une charge de 20 kilos à transporter, s'il a 2 kilomètres à faire, un Néerlandais va le faire à vélo, mais bien entendu, il faut qu'il ait un vélo tout à fait costaud et qu'il puisse transporter des charges lourdes, voire un peu encombrantes, sans problème. Donc voilà, c'est tout simplement une adaptation pour conserver une part de marché vis-à-vis de la pression non seulement de l'automobile, mais aussi des transports en commun, puisque ceux-ci continuent d'évoluer, notamment on l'a vu très bien en France avec les tramways qui ont germé dans beaucoup de villes moyennes, grandes, on va dire. D'ailleurs, vous dites un peu en conclusion, en fait, tant que l'automobile, malgré toutes les politiques qu'on peut mettre en place, il y a le dire et le faire, mais tant que l'automobile reste toujours prioritaire pour le centre-ville, c'est difficile de faire cohabiter le vélo avec aussi les piétons. Et c'est vrai que les premiers qui freinent, c'est les commerçants, qui sont persuadés que s'il n'y a plus de voitures qui vont en ville, il y aura plus de gens qui vont venir, quoi.
Ah, tout à fait. Et le problème, c'est que c'est totalement relayé par beaucoup d'élus et c'est également intégré par les bureaux d'études qui s'occupent du commerce, par les bureaux d'études qui s'occupent de voirie. Enfin, c'est quelque chose qui est assez partagé dans l'esprit de beaucoup de décideurs ou de techniciens. Alors ça évolue progressivement, alors sachant que on n'est pas, je dirais, dans une logique d'exclusion, c'est-à-dire qu'on a inventé les rues piétonnes il y a maintenant 35 ans, donc c'était vraiment des rues réservées aux piétons. Et depuis, on est passé plutôt dans une logique de compatibilité. Simplement, on dit qu'il y a des espaces, mais des espaces où la priorité doit être donnée au chaland. Et le chaland, c'est pas quelqu'un qui reste dans sa voiture. Hein. On va pas acheter une robe ou un sac à main ou un bermuda en restant dans sa voiture. Donc le chaland, c'est quelqu'un qui est à pied. Et on se dit, mais après tout, le cycliste, il prend pas beaucoup de place, donc il peut être aussi à vélo. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une perspective, et c'est à l'image de ce qu'on trouve à l'étranger, d'accessibilité, on va dire, un peu mélangée des modes de locomotion. Et puis, plus on est en centre-ville ou plus on est près des commerces, plus effectivement, faut favoriser le piéton et le vélo et mettre un petit peu à l'écart ou réduire les possibilités d'accessibilité en automobile. Et les choses peuvent se faire, on va dire, de façon douce pour inciter effectivement les gens à moins utiliser l'automobile, surtout si les personnes n'ont que 500 mètres à faire pour accéder aux rues commerçantes du centre-ville. C'est vrai que ça passe par donc ces couloirs de sécurité, ça passe par aussi cette cohabitation entre le vélo, les voitures et les habitants. Alors j'ai trouvé intéressant, justement, on apprend aussi beaucoup de choses dans un des articles que vous proposez, c'est donc à travers le travail d'un étudiant en IUT Lumière à Lyon. Donc ça s'appelle, c'est un travail ça s'appelle Vélif, hein, comment le vélo se vit à travers le monde. Donc il propose d'aller regarder dans 20 pays, 5 continents. C'est Arnaud Rousseau. Donc là aussi, c'est vraiment très intéressant de voir aussi justement comment le vélo s'inscrit dans la culture d'un pays, dans la vie quotidienne, dans le rapport qu'il a avec les habitants et comment c'est intégré, comment ça participe à faire vivre aussi une ville, quoi. Ah oui, donc c'est le projet V-Life, donc la vie à vélo. Cet étudiant a eu cette idée, donc effectivement, de demander à des étudiants qui participaient à des échanges internationaux, de leur demander effectivement comment le vélo est vécu. Et bon, on s'aperçoit que c'est, on va dire, un petit peu aujourd'hui la postmodernité, c'est-à-dire faut être passé par le stade, on va dire, tout voiture pour se rendre compte de ses limites, alors surtout à l'heure des questions de lutte contre le réchauffement climatique, pour dire mais le vélo a quand même un énorme potentiel en milieu urbain, il convient de le favoriser et ça va pas tomber du ciel, donc il faut des outils, il faut s'y mettre, il faut une volonté politique à l'endroit du vélo. Et ça, donc, on se rend compte au travers du monde que dans bien des pays alors émergents ou on va dire pauvres, le vélo c'est le moyen de locomotion par défaut, c'est parce qu'on ne peut pas accéder à l'automobile, mais dès qu'on aura les moyens, on achètera un scooter et puis en allant plus loin, on ira, si on réussit vraiment très bien dans la vie, à s'acheter une automobile. Donc c'est ce que font aujourd'hui les Chinois. Alors cela dit, les Chinois qui vont très vite avec leur taux de croissance depuis 20 ou 30 ans, on voit leurs problèmes de pollution urbaine qu'ils ont régulièrement aux informations. Et donc en Chine, par exemple, aujourd'hui, on achète énormément de vélos à assistance électrique. Donc c'est bien plus cher qu'un vélo, mais ça permet moins de fatigue. C'est quelque chose aussi dont les Chinois se rendent compte que c'est beaucoup plus astucieux que de rouler en automobile parce qu'effectivement beaucoup de villes chinoises aujourd'hui sont confrontées à des embouteillages monstrueux et donc je crois qu'en 2012 les Chinois ont acheté 20 millions
de vélos à assistance électrique. Donc c'est un marché énorme. Alors effectivement, peut-être parce que c'est un parti unique, il y a des choix très clairs qui sont faits sur l'orientation de la mobilité. Alors dans un pays démocratique, on va être, je dirais, beaucoup plus tolérant vis-à-vis des orientations du marché. Intéressant aussi, et puis après on conclura une enquête, en tout cas c'est un congrès international qui se réunit, je crois que il y a eu la 15e édition en 2013, ça s'appelle Velocity. Là aussi, c'est organisé, c'est une fédération européenne, il y a 61 associations et qui se réunissent. Donc là aussi, on apprend beaucoup de choses. Donc avec des thèmes sur le vélo dans l'espace public, le stationnement, l'intermodalité, tout ce qui est en lien avec la culture, tout ce qui est la communication aussi, l'urbanisme, les réseaux, pour remettre justement les villes au vélo, pour parler un peu du bénéfice du vélo et du rôle au niveau du marketing de l'Europe. Là aussi, c'est vraiment très riche. Donc, on se rend compte qu'il y a aussi pas mal de réflexions qui sont amorcées. Alors, 2014, ça va se passer où ce congrès ? Je crois l'avoir dit dans le livre, mais alors là, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, c'est chaque année dans une ville différente, donc en Europe ou dans le monde. Je crois que la dernière, c'était, ou c'est peut-être cette année, c'était à Adélaïde, en Australie. Voilà, donc alors effectivement, je pense que peu de Français iront, mais en tout cas, effectivement, c'est un congrès international, donc l'intérêt, c'est de croiser un peu les regards, et puis c'est là que les Français se rendent compte que on a des chercheurs, des universitaires qui peuvent être dans des universités ou des écoles très prestigieuses qui, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et bien sûr aux Pays-Bas, au Danemark, travaillent sur le vélo, donc avec une thématique particulière qui peut être l'urbanisme, l'ingénierie des déplacements, ou l'outil, le mode de locomotion lui-même, ou l'approche par la santé, ou par la culture, etc. Effectivement, c'est très riche d'enseignements, et je crois que c'est effectivement c'est quelque chose vraiment qui m'a incité à en parler dans ce livre, parce que là aussi, c'est un congrès qui est quand même très onéreux pour les participants, mais donc ça veut dire que effectivement peu de citoyens et même peu de collectivités locales vont envoyer des auditeurs, mais qui méritent vraiment d'être connus. Et puis surtout que lié à ça, il y a souvent un site internet, éventuellement on peut récupérer des communications. Alors d'ailleurs, j'ai fait quelques renvois de liens internet pour des communications un peu plus importantes vis-à-vis des résumés que je connais. Et effectivement, l'idée, c'est d'avoir l'esprit plus ouvert et de se dire qu'on n'est pas en train de réinventer la roue, qu'il y a déjà depuis 20 ou 30 ans des gens qui travaillent sur la question et que il y a énormément de choses à apprendre et ensuite qu'on peut décliner à son propre niveau en s'adaptant au terrain. Pour la conclusion aussi, vous abordez le plan national vélo, donc vous expliquez qu'il y a de nouvelles élections, puisque quand vous avez sorti votre ouvrage, ça a changé entre-temps de président. Est-ce que là, dans le nouveau plan national vélo, est-ce qu'il y a des bonnes choses annoncées ? Alors, mais là aussi on en revient à la logique qu'on avait. Je vais donner un exemple. Donc, alors, il y a quelques mois, il y a effectivement une vingtaine de mesures qui ont été annoncées par le ministre des Transports et elles ont été qualifiées aussitôt de mesurettes. Alors quelque chose qui est assez incitatif à l'usage du vélo, c'est tout simplement ce
qu'on appelle une indemnité kilométrique vélo. Quelqu'un qui utilise son vélo pour aller à son travail, qui est situé à 4 km, il va le faire tous les jours, donc voilà, il a besoin éventuellement d'une cape de pluie, il va user son vélo, parce que ça a l'air de rien, mais si on le fait à peu près toute l'année, il y a bien un moment donné, faudra changer ses pneus, ou bon, il y a l'entretien naturel du vélo. Alors même si c'est quelque chose qui peut être un outil assez résistant et durable, bon, il y a un petit entretien à faire, et donc on a estimé qu'il y avait un coût de revient du kilomètre effectué à vélo. Et alors bien sûr c'est totalement ridicule si on mesure à la journée ou à la semaine, mais à l'année, bon, c'est un petit quelque chose. Donc c'est franchement pas grand-chose. L'idée dans cette loi, c'était de dire, l'employeur peut rembourser cette indemnité kilométrique à son salarié, celui qui vient en vélo, et ce sera déductible de ses charges. Et là, oh là là, l'État dit quoi? Un manque à gagner? Non, pas question. Donc c'est là qu'on aboutit à une mesurette, c'est-à-dire l'État dit simplement oui, les entreprises ont le droit de faire ça, mais alors il faut surtout pas le déduire des charges. Donc c'est totalement ridicule et ça sera quasiment sans effet, sauf pour les entrepreneurs qui veulent se faire du mal financièrement. Et donc là, c'est un petit peu malheureux parce que justement, les Belges s'y sont mis il y a quelques années et je pense que ça porte tout à fait ses fruits. Alors c'est bien sûr symbolique, hein, le salarié ne s'enrichit pas avec ça, mais c'est simplement une reconnaissance, on va dire, qui signifie très clairement que celui qui vient travailler à vélo est encouragé. Voilà. Tout à fait. En même temps, je parcourais votre ouvrage et justement, j'ai vu que c'était effectivement bien Adélaïde en 2014, mais que 2015, ce serait à Nantes. Donc oui, alors voilà, sauf que bon, comme vous savez, le maire de Nantes a changé. Bon, c'est dans la même optique, mais bon, et puis ce qui change aussi, on va dire depuis 4 ou 5 ans, c'est quand même les effets de la crise économique. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont revues à la baisse, donc y compris en matière de politique cyclable. L'organisation d'un tel congrès, c'est quand même un coût très important. Alors, il y aura en 2015 la conférence internationale sur le climat qui se produira à Paris. Donc, il y a aussi l'idée de dire notre pays est volontaire en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et effectivement, cette proposition de Vélocities qui se tiendrait en France à Nantes, elle a été émise il y a quelques années et ensuite effectivement il faut que ça tienne vis-à-vis des contraintes budgétaires, mais effectivement si ça avait le cas, bon, je pense que Nantes y trouverait son compte parce que ça donne à la ville une visibilité, puis aujourd'hui parler du vélo c'est être vraiment dans la modernité. Et puis je pense que l'impact qui pourra avoir lieu, c'est que pas mal d'élus et de techniciens ou d'ingénieurs français pourront s'y rendre, puisque effectivement ça sera tout de même très accessible, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui est financièrement donné, donc faut tout de même avoir la volonté politique de s'instruire sur le sujet. Mais en tout cas, c'est très très enrichissant ce genre de manifestation. Oui, tout à fait, oui. En tout cas, merci pour d'avoir répondu à l'appel pour cette entrevue par téléphone. Et puis, bien sûr, on invite les auditeurs et les auditrices, peut-être même à vélo, parce que même à la fin, hein, vous faites une petite liste d'ouvrages à lire. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des opérations de lecture à vélo. Il y a plein de choses très intéressantes qui sont faites autour du vélo. Voilà, il y a vraiment une mine assez importante. On rappelle que donc au départ vous êtes géographe de formation. Oui. Et que vous avez été donc consultant en mobilité douce de 1997 à 2011 et que donc voilà que vous avez travaillé pour des bureaux d'études dans le domaine de l'aménagement du territoire et que vous avez une forte expérience dans tout ce qui
combine les transports collectifs et les deux roues, légers, donc et aussi en zone rurale, et qu'aujourd'hui donc vous mettez un peu tout ce que vous avez pu collecter et appris au bénéfice d'associations locales pour encourager l'usage de la bicyclette. Et ça, c'est plutôt bien. Tout à fait. D'ailleurs, à ce titre-là, donc en fin de compte, c'est pas trop moi qui le cherche, c'est plutôt on vient me chercher. Et bon, le livre n'y est pas étranger. Je participerai aux États généraux du vélo et à un colloque sur la mobilité, avec le thème de la mobilité inclusive, donc sur le plan social, à Beaune le 17 juin, donc à Beaune en Côte d'Or. Voilà, donc un exemple effectivement de contribution un petit peu à ces réflexions autour du vélo, et notamment ces déclinaisons au travers, alors ça peut être sur l'économie, sur l'urbanisme, sur les déplacements, mais également effectivement sur la thématique sociale. Il faut dire aussi au préalable, vous avez déjà écrit aussi des ouvrages consacrés au vélo. Il y avait l'école à vélo de l'école à l'université Kérol pour les collectivités, que je disais au début, avec l'association des départements cyclables. Ça, c'était aux éditions territoriales en 2008. Et puis chez l'Harmattan, le vélo à la reconquête des villes, bréviaire de la Vélorussion tranquille, c'était en 2009. Donc voilà pour les ouvrages que vous avez publiés. Et puis donc celui-ci, donc qui s'intitule Du vélo dans la mobilité durable, chronique cyclo-logique, donc Nicolas Pressico aux éditions de l'Harmattan. Pour vous, est-ce qu'il y aurait, alors je sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais en tout cas, est-ce qu'il y aurait en France une ville bonne élève où vous conseillez aux gens et aux élus peut-être politiques à aller pour essayer de prendre des exemples? Alors, en France, il y a, on va dire, une capitale du vélo, tout simplement parce que c'est la ville qui a démarré en premier une politique cyclable, donc je crois dès la fin des années 70, c'est la ville de Strasbourg. Et la ville de Strasbourg s'est assez rapidement aperçue qu'elle avait outre-Rhin deux villes modèles en matière de politique vélo. C'est Freiburg en Breisgau, qui est vraiment une ville modèle cyclable en Allemagne, et puis également Karlsruhe. Et donc, assez naturellement, puisqu'il y a une forte coopération transfrontalière en Alsace, eh bien, les élus se sont intéressés à ce que faisaient ces villes. Alors, de la même façon que la Suisse n'est pas loin, il y a aussi des villes cyclables, et je pense que ça a aussi pas mal favorisé le fait que Strasbourg développe une politique cyclable. Alors, certainement que la ville partait d'un niveau de pratique qui avait fondu comme partout, mais qui était resté un petit peu substantiel. Et effectivement, ils se sont mis, bien avant toutes les autres villes françaises, à avoir une politique cyclable avec des moyens, une vraie volonté donc de partage de la voirie, et donc finalement d'assez bons résultats. Mais bon, Strasbourg connaît aussi une dynamique urbaine très importante, a des gros projets routiers, donc là aussi il y a des conflits, c'est-à-dire des choses qu'on fait qui incitent les gens à utiliser le vélo, mais aussi d'autres aspects des questions d'aménagement, de développement économique ou urbain, qui incitent plutôt à l'usage d'autres modes de transport. Et c'est pour ça ce qu'on constate à partir de Strasbourg, c'est que le vélo est surtout utilisé en centre-ville, et assez rapidement, dès qu'on passe au faubourg, c'est moins le cas, et quand on passe en banlieue, là, le vélo diminue franchement. Alors que c'est une politique d'agglomération, mais ensuite, c'est un jeu de contraintes et puis aussi d'habitude des gens. Et donc, c'est là qu'on voit que le chantier n'est pas fini, puisque Strasbourg, en matière de part modale, c'est-à-dire proportion d'usage du vélo par rapport aux autres modes de locomotion, se situe quand même bien en deçà des villes les plus cyclables et cyclistes qu'on trouve en Allemagne, en Suisse ou en Belgique, et encore plus par rapport aux Pays-Bas ou au Danemark. Est-ce qu'il y a
de magazine qui est spécialisé dans justement dans le vélo, dans l'aspect développement durable, parce que bon, il y a pas mal sur le tourisme vélo, sur les alternatives vélo, mais sur sur l'aspect durable, économie ou développement. Alors, je crois qu'il y a eu des projets faits de temps en temps en la matière, mais ils n'ont pas vraiment duré longtemps. Donc aujourd'hui, il y a vraiment, je dirais, deux magazines, mais c'est des magazines sur abonnement. C'est Vélocité, donc le magazine de la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc faut aller voir sur le site fubici.org, c'est-à-dire fubicy.org. Alors là, au moins, on verra un petit peu. Donc c'est un bimestriel. Et puis sinon, le Club des villes et territoires cyclables fait paraître aussi, je crois, une demi-douzaine de numéros par an. Donc il s'adresse prioritairement aux élus et techniciens de ville. Donc un magazine, effectivement, qui aborde différentes thématiques. Et ça, c'est sur abonnement. Mais là, pour le coup, je crois que les anciens numéros sont téléchargeables gratuitement sur le site qui doit s'appeler www.ville-cyclable.org. Merci beaucoup Nicolas Pressico donc pour toutes ces informations. C'était vraiment, moi je le conseille vraiment votre ouvrage parce qu'il est vraiment très riche et puis ceux qui ne sont pas encore posé les bonnes questions ou qui ont peut-être pas trop de réponses, en tout cas là il y aura vraiment, il y a beaucoup de pistes. On se rend compte que il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments pour les élus s'ils veulent vraiment se donner des efforts. Il y a vraiment de quoi aborder l'utilisation du vélo en ville, vélo partagé, vraiment des choses très intéressantes et on voit qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de faire des choses et on peut arriver à faire des choses quand on y met en tout cas la volonté, la politique et l'argent. Tout à fait. Parce qu'on a vu qu'il y a quand même, ça a un coût, je crois que c'était 500 000 euros le kilomètre de piste cyclable, donc ça a un coût et c'est vrai qu'il faut que tout le monde y participe, mais on le voit, les avantages sont là et sont réels et on peut les mesurer assez rapidement. Voilà. Tout à fait, oui. Alors, donc l'ouvrage, on le rappelle, du vélo dans la mobilité durable, chronique cyclologique aux éditions de l'Harmattan, Nicolas Pressico. Nous, on se retrouvera samedi et dimanche pour donc sa fête du vélo à partir de 15h samedi jusqu'au soir minuit et dimanche aussi pour parler, échanger et aborder le vélo en ville et peut-être avec les élus, avec les associations pour essayer d'essayer d'avancer, de continuer et de faire en sorte que le vélo devienne plus présent dans la ville de Besançon, ville universitaire, et on sait que souvent les étudiants peuvent être aussi moteurs dans ce mode de transport, mais aussi on se rend compte aussi que tout le monde peut en profiter. Voilà. On fait une pause musicale et puis je libère Nicolas Pressico qui est en déménagement et que je remercie d'avoir répondu présent à l'appel pour cet entretien dans l'émission Gatchan Pega. Vous êtes sur Radio Campus et on va en pause musicale.